avec nous et on va laisser la main à Audrey pour cette table ronde. Voilà, et Oui, je te laisse la main, Audrey. merci Alexandre. Bah, en fait, c'était très intéressant parce que c'était en fait une de mes questions aussi sur, comment finalement le mouvement low-tech, alors je dirais de par son objet d'étude, mais aussi parce que, derrière, il y a toute une question politique qui vient avec les low-tech et qui en recherche, voilà, peut s enfin, dans certains cas, rendre un peu frileux, certains scientifiques parce qu'on on par nature, on se doit d'avoir une position neutre par rapport à ces questions-là, hein, les choix politiques, c'est les décideurs qui les font. Nous, on apporte, des solutions, enfin des scénarios, comme tu disais, Jonathan. Mais après le choix, en fait, c'est pas nous qui le faisons. Donc et derrière le low-tech, c'est vrai que ça il y a la question du militantisme, qui se pose aussi, et qui peut venir aussi, voilà, bousculer certains codes qu'on a en recherche. Bon, voilà, c'était plus une remarque en fait, mais super intéressant et donc pour faire la transition avec la table ronde, donc comme, Alexandre, l'a mentionné, donc nous on avait prévu, de faire une table ronde donc avec, Jonathan, Guéguen, Michel, Ohata. Fouata. Fouata Excuse-moi, Prest One. Mais j'avoue, j'ai je te oui. facilite pas la tâche. Elle, Pas c'est de bien. souci et Thibaut Faucon, alors que bon, peut-être Jonathan, c'est peut-être pas la peine, mais au moins pour, Michel et Thibaut de se présenter rapidement, pour, que les personnes puissent les situer et l'idée, en fait, c'était de faire le lien entre donc ce qu'on a vu ce matin et finalement toutes les initiatives, locales, qu'a présentées, notamment Quentin, cet après-midi et notamment donc ce qu'on a vu ce matin, c'était donc une recherche, alors qui est moins faite sur, le développement technique, donc où là, par exemple, la question des brevets effectivement, se pose fréquemment. Mais là, c'était une recherche plus dans, les outils d'aide à la décision que, on peut développer donc à destination principalement des acteurs. Donc des acteurs qui peuvent être, voilà, des citoyens, des entreprises, des collectivités et voilà, qui a pour but, comme je disais au début, d'éclairer un peu les choix et donc c'était l'un des objectifs enfin, c'est l'un des objectifs du PRC et c'est pas le seul projet à avoir cet objectif-là et donc du coup, l'objectif de cette table ronde, c'était de discuter un peu de la pertinence de ce type de démarche dans le cas des low-tech, donc qui est un contexte particulier pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, de discuter, voilà, des opportunités, des pratiques et aussi, des limites que, ces démarches peuvent soulever. Et donc notamment, je fais référence à ce qu'a dit Stéphane au début de ce webinaire sur, est-ce que c'est finalement antinomique de chercher à normaliser ou à cadrer un peu, les initiatives low-tech? Donc juste avant, donc je vais laisser les intervenants se présenter et juste sur un point d'organisation, donc l'idée c'était, voilà, d'avoir un temps d'échange entre les intervenants, puis de ensuite, laisser la place aux questions, dans un second temps. Mais voilà, dépendamment un peu de la dynamique, on verra comment on s'organise, voilà. Donc je vous laisse, peut-être Thibaut et Michel, vous présenter. Michel et Thibaut. Heu, Allez, désignez le premier. Vas-y, bah Michel, tu vas-y. Ok. Donc, Michel Fouata Prestavoine, Michel d'Ozéon, une association qui s'est créée en début 2018 autour d'une intention de faciliter l'ingénierie collaborative de l'OTEC et qui peu à peu a élargi un peu sa façon d'appréhender la question des low-tech en intégrant euh, la question des relations entre acteurs, de l'évaluation de la valeur des initiatives, la façon de faciliter l'émergence de ce genre d'initiatives. Donc à présent, on a présenté en, à la Emilotech session 2020 un projet qui s'appelle Glocal Low-Tech, qui est une façon de commencer à essayer d'expérimenter une réponse à la question et qui rassemble beaucoup d'acteurs, d'ailleurs certains ici présents, et on essaye de coordonner un peu d'action collective autour de ça. Voilà. Parfait.
Merci Michel. Thibaut, je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là. Ah, Je suis parfait. là. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu me connecter depuis ce matin en fait, donc j'ai pas pu suivre les échanges qui ont eu lieu. C'est bien dommage. Mais pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Thibaut Faucon, je travaille à la direction régionale Île-de-France de l'ADEME et je suis notamment responsable d'un programme d'expérimentation autour de l'approche systémique pour la transition écologique qu'on a initié en 2018 avec un cycle de conférence et qu'on décline aujourd'hui de deux manières plus opérationnelles avec un programme d'accompagnement à l'approche systémique, transition systémique, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc un appel à projet dont Michel vient de parler sur les stratégies d'innovation systémique low-tech. Donc il a son nom a un peu évolué depuis le 2020 parce qu'on essaie justement d'opérer un rapprochement entre les deux dispositifs avec comme dénominateur commun le caractère, la dimension systémique. Voilà, pour faire très court. Très bien. Donc j'ai oublié aussi dans la table ronde, il y avait Alexandre, mais tout le monde le connaît maintenant. Donc peut-être pour, initier, cette table ronde, alors un 1er questionnement alors que j'adresserai plus à Jonathan, mais évidemment auquel, tout le monde, enfin tous les participants peuvent apporter un élément de réponse. C'est peut-être une question un peu naïve dans le sens où, donc toutes ces approches d'aide à la décision, donc de conception, d'évaluation des démarches low-tech et qui est un peu répondu, mais du coup, peut-être tu pourras plus développer. Est-ce que finalement ce sont des démarches, qui pour la communauté low-tech sont utiles? Est-ce que, voilà, peut-être par rapport à ce qu'on a pu présenter ce matin ou par ailleurs, en fait, ce sont des démarches qui apportent de nouvelles connaissances, qui peuvent pour lesquelles la communauté, peut se l'approprier? Voilà, peut-être pour, Ouais. Alors, ouais, vous m'entendez bien là toujours? oui, Ok. parfait. Alors du coup, oui, en fait, sur l'approche low-tech, en particulier quand justement le terme a été un peu popularisé, on s'est questionné au même niveau que ce qui est naturel, à l'instar en fait de ce qui est naturel ou ce qui ne l'est pas. Enfin, je vous mets au défi de trouver une limite dans ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Par exemple, je prends l'exemple d'une carotte qui est donc ça fait 10 000 ans qu'on fait de la sélection en fait d'espèces tout simplement pour avoir une carotte à manger. Une carotte sauvage, par exemple, c'est une racine et on n'a pas grand-chose à manger dedans. Donc, est-ce que la carotte est naturelle ou elle ne l'est pas? Et en fait, au niveau low-tech, on était confronté à la même problématique. On ne savait pas ce qui était low-tech ou ce qui ne l'était pas. Et du coup, parce qu'on en avait un peu marre que tous les gens autour de nous voient ce qui est low-tech comme du bricolage. Donc, il y avait un petit bricolage. Je peux prendre l'exemple qu'on a vécu, la ceinture en pneu ou en caoutchouc en chambre à air, par exemple. Bon, bah, ça, c'est le tech. Et en fait, on s'est dit, bon, ça, c'est le meilleur système pour qu'on reste dans notre écosystème alternatif et que ça ne prenne pas, en fait. Parce que, on ne va pas se mentir, des trucs et astuces, on en connaît tous, c'est très intéressant. Mais en fait, notre enjeu majeur à nous, c'est de faire en sorte que ça soit reproductible et que ça soit que les gens s'en emparent. Donc, on est obligé d'avoir une réflexion autour du sujet pour que ça soit vraiment quelque chose de, en fait, le moins alternatif possible quelque part. Donc, en fait, nous, on a fait le chemin inverse. On essaye de le rendre de plus en plus normal, en fait. Et en fait, dans cette entreprise-là, de réflexion, on a donné comme sujet à des étudiants de l'école centrale. Donc là, c'était des dernières années, des troisième années avant le diplôme, sur un volume horaire assez important dans le cadre de l'option de la transition énergétique, de travailler sur en fait, au début, l'idée, c'était ce qui est low-tech, ce qui ne l'est pas. Et en fait, on s'est rendu compte tout de suite en donnant le sujet que c'était plutôt de définir un degré de soutenabilité. Et l'idée, c'est qu'on leur a proposé d'établir un diagnostic, de faire un outil de diagnostic de soutenabilité. Et du coup, ils ont réfléchi à ce sujet-là. Donc, on les a drivés aussi. On a passé l'année avec eux et c'était super intéressant. Et on est arrivé à un outil plutôt intéressant. Alors, nous, on rend disponible tous les sujets de recherche sur notre wiki. On n'a pas encore trouvé de solution idéale pour le partage
de tous ces projets étudiants, tout simplement. Mais on y travaille et puis on espère que dans ce cadre-là, avec les gens autour de la table, on pourra trouver des solutions satisfaisantes. Mais donc, dans l'idée, nous, on rend disponible les rapports sur un wiki. Bon, là, on en a 18, c'est assez, on peut s'y retrouver facilement, mais quand on en aura 150, ça va être plus compliqué, quoi. Il va falloir trouver un outil de recherche pour tout simplement avoir navigué dedans, savoir de quel sujet il s'agit. Et pour en finir sur le diagnostic, à la fin, on a trouvé ils ont fait un tableur Excel avec comme un peu dans l'idée du Nutri-Score ou du DPE, diagnostic énergétique, trouver un moyen de déterminer le degré de soutenabilité d'une technologie ou d'un produit ou d'un service. Donc, ça va de la maintenance, la fin de vie, l'usage, l'accessibilité, si les plans sont accessibles, si c'est réparable ou non. Et en fait, on a mis tous ces indicateurs-là sur des diagrammes radar. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a pas mal de scientifiques dans le public. Donc, c'est des diagrammes qui permettent de voir d'un seul coup d'œil, en fait, si le diagramme il est plutôt grand ou plutôt rétracté petit. Et en fait, plus le diagramme était important, donc sur une échelle de 1 à 5, par exemple, et ben, en fait, plus la technologie est soutenable. Alors, on prend en compte, on a essayé de prendre en compte par exemple la disponibilité des ressources. Donc, si c'est une ressource qui est très limitée ou pas. Enfin, il y a eu plein de réflexions et en fait, on a essayé de trouver ce qui faisait le plus référence dans chaque domaine pour le mettre sur cet outil-là de diagnostic. Donc, à la fin, on a pu comparer, par exemple, une cafetière italienne d'une cafetière à capsule à dosette et on s'est rendu compte, par exemple, que la cafetière italienne demandait plus de ressources et solliciter plus de ressources pour la construction. Par contre, elle était beaucoup plus durable parce que tout simplement, le métal coûte plus énergétiquement que le plastique. Donc, c'était intéressant et de voir l'usage aussi. Donc, et l'idée, c'était d'aller pour avoir en un seul coup d'œil, déterminer si on peut en consommer, on va dire, et que ce n'est pas trop impactant, ou plutôt s'il faut plutôt le mutualiser puisque c'est très impactant comme produit. Donc, voilà un peu l'idée. Et on a pu le repasser, ce sujet-là, à des étudiants donc de l'IAE, ouais, donc les économistes, pour qu'ils puissent intégrer des indicateurs socio-économiques sur ces indicateurs techniques-là, pour tout simplement faire évoluer l'outil, le rendre de plus en plus intéressant. Et on l'a suivi 2 ans. Donc, il y a une année où il y avait l'IAE et Centrale dessus, et une autre année encore, il n'y avait que Centrale. Et on a pu donner ce rapport-là à Philippe Biwix, du coup, qui a écrit la Gélotech. Il a pu nous faire un petit retour. On s'attendait à avoir un retour très détaillé avec de belles critiques sur les hypothèses. Mais bon, non, il nous a juste dit que c'était super intéressant et que voilà, en fait, on n'a pas. Dommage. Mais du coup, c'est disponible. Les gens peuvent prendre cet outil-là, essayer des technologies. Là, cette année, on a donné ce sujet-là, un autre sujet d'études à des étudiants centrales de première année où on leur a dit tester des technos sur ce diagnostic. Comme ça, ils font des rendus et ils disent voilà, avec ce diagnostic-là, il y a ça, c'est soutenable à tel degré, quoi. Donc voilà. Ok. Et peut-être sur l'outil, en fait, c'est à quel usage, peut-être dans les perspectives, en fait, vous le destinez? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser, vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser pour la formation, enfin, voilà, dans quelle perspective vous avez développé cet outil? Alors, tout simplement parce que c'est des questions qu'on avait en interne déjà. Donc dans l'idée, on a envie de pousser les sujets. Donc, on n'y va pas avec, comment dire, on se dit pas qu'on va valoriser tout de suite ce qu'on fait. On y va surtout pour l'intérêt de la thématique, sur le fait qu'on veuille pousser le sujet, parce qu'en fait, on voit qu'il y a comment dire, des trous, il y a des questionnements qui se répètent à travers les différentes organisations, dans les différents événements où on voit en fait que ça pose question. Et là, ce qui est le tech ou ce qui ne l'est pas, on voit que c'est quand même une thématique qui est c'est très, très en vogue, où on se pose vraiment la question. Et l'idée, c'est que nous, on peut tester nos technos après avec, mais donc parce qu'on essaie quand même de valoriser ce qu'on fait.
mais dans l'idée, on se dit pas que c'est la solution, que ça va déterminer. Non, on fait à notre niveau, on essaie de faire avancer les choses. Si on peut avoir des retours, que ça peut être challengé, si on peut trouver un meilleur outil et c'est tout l'intérêt de mettre en commun toutes ces recherches-là pour pas réinventer la roue à chaque fois, qu'on se retrouve à monter tous en compétences en se disant, OK, ça c'était malin, les limites de l'objet, elles étaient là. Maintenant, en fait, on a trouvé un autre groupe qui fait sauter ces limites-là pour rendre plus solide l'outil de diagnostic, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment dans ce titre-là et pour ça qu'on a voulu s'investir là-dessus, quoi. D'accord. Et peut-être pour faire le lien avec Michel et ce que vous faites sur le projet Glocal, est-ce que par exemple ce besoin qu'a identifié Jonathan et Appala sur les outils d'aide à l'addition, est-ce que c'est quelque chose que vous avez également identifié au sein du réseau et si oui, comment vous approchez un peu cette démarche de développement? Ouais, typiquement, c'est ce qui nous lie avec le projet PRC et ce que vient de dire Jonathan évoque beaucoup. L'approche de Glocal, c'est aller essayer de faire émerger une valeur et reconnaître une valeur dans la démarche low-tech, sur les territoires notamment, entre les acteurs et de permettre à cette valeur de circuler. Et donc, on a besoin d'outils pour ça, d'outils qui permettent de la reconnaître. Alors, on a vu que vous cherchiez à critériser. Après, pour aller quantifier, il y a une complexité qui est énorme pour arriver jusqu'à l'outil qui permet de quantifier. Et oui, ce travail, s'il est collaboratif, si c'est un commun, pour revenir sur l'intervention d'Emmanuel, on fait d'une pierre deux coups. Un, on avance plus vite, et deux, on crée cette communauté parce qu'il n'y a pas de valeur sans communauté. L'argent, il n'existe que parce qu'il est reconnu par un ensemble de citoyens. Et donc, on voit bien que derrière la notion de valeur, il y a aussi la notion de reconnaissance démocratique de celle-ci. Et donc, oui, c'est au cœur du sujet pour nous. L'approche de Glocal, c'est trois piliers, on va dire. Un, aller accompagner l'émergence de projets low-tech citoyens sur des territoires d'Île-de-France. Deuxième pilier, essayer de mieux comprendre et le travail que fait en ce moment le Low-Tech Lab là, dans ses enquêtes est énorme en termes d'avancée là-dessus, mieux comprendre les acteurs de la low-tech. Nous, avec William ici présent, mais aussi peut-être Valentin, enfin des gens du MAST, aussi des... Bon, je pourrais pas citer tout le monde. En fait, il y a plein de gens, notamment ici, qui travaillent. J'espère que personne ne se vexera parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Glocal Océan, c'est une toute petite structure. J'ose même pas dire à quel point c'est petit. Et donc, le travail se fait en se réunissant autour d'idées et tous les acteurs ici. Mais donc, le deuxième pilier, c'est aller mieux comprendre l'écosystème grâce à un sondage qui est en cours de préparation et des enquêtes qui vont être menées localement et plus globalement. Donc, Céline Zwicker, la collègue de William au Master Design pour l'Anthropocène. Et puis, le troisième pilier, c'est les communs. Comment faire pour, grâce à des outils communs, rassembler tout ce monde-là pour former une sorte d'économie de la contribution qui peut faire circuler cette valeur qu'on fait émerger. Alors, la valeur, oui, les outils d'appréciation de cette valeur, c'est un premier commun qui peut permettre. Alors nous, on voudrait que ces outils soient démocratiques. C'est pour ça qu'il y avait l'intervention tout à l'heure. Pour résoudre le problème de la complexité qui permet de partir de critères jusqu'à une évaluation quantitative, je pense qu'il faut admettre la complexité, la subjectivité de la réponse qui est à donner et peut-être mettre entre les mains d'un ensemble de personnes impliquées sur un territoire, responsabilisées sur les solutions, la capacité d'apprécier cette valeur, voire même de la monétariser pour pouvoir faire avancer toutes les initiatives dont on parle, qui ont une valeur énorme, mais qui n'est pas reconnue. L'économie réelle étant devenue une sorte de monopoly où on vend les meubles des parents et la maison des parents, et puis à la fin, on n'a rien à bouffer. Si on arrive à reconnaître les vraies valeurs qui sont à travers l'approche, notamment low-tech, et en faire économie, je pense qu'on aura fait un grand pas pour la transition. Et quand tu parles de valeur, est-ce que tu peux préciser un peu plus qu'est-ce que tu entends par là? Et oui, il y a justement un flou qui est entretenu entre
valeur philosophique, intime, personnelle, et puis la valeur économique quantifiée. C'est sûr qu'une monnaie d'échange est quelque chose d'extrêmement réducteur pour symboliser la valeur, un capital accumulé encore plus. Mais à la base, il y a tout le dégradé, comme dirait Jean-François Noubel, qui est un philosophe et un anthropologue sur les monnaies devraient être un langage de la valeur. Donc, le travail qu'on a peut-être à faire, c'est enrichir le langage de la valeur à travers des travaux comme vous faites, qui permettent de critériser un certain nombre de respects d'un ensemble de concepts, d'exigences philosophiques, techniques, de critériser tout ça. Là est un peu le langage de la valeur pour à la fin peut-être être capable de faire économie autour de ça, donc avec une valeur quantifiée, marchande. Mais il y a tout un ensemble de choses à faire avant et qui sont des questions politiques en fait. Et d'où l'intérêt d'aller interroger les citoyens, les acteurs locaux, tout ce qui se passe sur un territoire et de les faire travailler ensemble pour améliorer l'action collective. Et alors, n'hésitez pas à intervenir hein, si c'est vrai que c'est une table ronde, mais c'est assez ouvert. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est et par rapport à votre approche, vous parlez de citoyens, de collectivités, voilà. Est-ce que voilà, il y a des moyens différents d'approcher ces différents publics? Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez considéré peut-être dans le projet? Nous, on part en expérimentation, là. C'est-à-dire qu'en fait, pour les échanges, c'est un des ateliers qui sont accompagnés par des associations qui sont spécialistes du dialogue citoyen dans les collectivités, donc Solucratie, Empreinte citoyenne, Place des Fêtes, c'est les partenaires avec qui on travaille. Donc, ils vont aller voir les citoyens et les acteurs économiques s'ils sont représentés dans des ateliers qu'on va monter sur les territoires. Mais rien n'est fait, hein. On est encore en cours d'identification des territoires, donc c'est une expérimentation qui va se dérouler. Et puis, il y a l'aspect enquête, communication avec les acteurs de la low-tech qu'on doit déployer. Donc, c'est vrai, là, il n'y a pas de stratégie, il y a une expérimentation qui va se déployer et on verra ce que ça donne. OK. Parfait. Et alors peut-être si je me tourne cette fois vers Thibaut. Donc par rapport au rôle de l'ADEME, dont on sait que l'un des principaux rôles est d'accompagner justement ces acteurs dans une transition écologique voilà, qui recoupe tout un ensemble de stratégies, hein, pas seulement les low-tech. Et un peu dans ce contexte, comment, en fait, quelle vision, alors toi ou l'ADEME, en fait, a des low-tech? Comment, en fait, finalement, cette approche, en fait, s'intègre peut-être aux stratégies existantes et peut-être, de là, comment est venue cette volonté de l'intégrer finalement ou en tout cas d'expérimenter sur les low-tech? Ouais, en fait, à l'ADEME, pour te répondre, ça reste encore relativement flou, en fait, pour l'ADEME aujourd'hui. L'expérimentation qu'on mène en Île-de-France, est née, en fait, d'une initiative un peu personnelle, hein, de ma part, en 2018. Voilà, j'ai souhaité sensibiliser l'ADEME à l'approche systémique. Et il se trouve que dans le cadre du site de conférence, on a consacré une journée aux démarches low-tech qu'on présentait déjà comme une approche systémique de l'innovation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu dans la lecture que j'avais faite de l'essai de Philippe Biwix à l'époque. Et voilà, et donc quelques années plus tard, 2 ans plus tard, on a senti l'opportunité de se lancer dans cette expérimentation parce que plusieurs tentatives de sensibilisation du siège de l'agence n'ont pas abouti. Notamment, on a proposé à la direction de l'entreprise de s'intéresser, enfin la direction des entreprises de la transition industrielle qui pilote notamment, qui opère le programme d'investissement d'avenir. Il y avait, alors les collègues ont manifesté un intérêt, mais ils ne voyaient pas de parcours, d'accès rapide et facile pour intégrer les low-tech, ces approches-là, dans les appels à projets du programme d'investissement d'avenir.
qui est là encore des approches très traditionnelles, en fait, très silotées, thématiquement parlant, voilà, et très axé aussi sur l'innovation technologique aussi, il faut bien le dire. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé voilà, de prendre l'initiative de lancer cette expérimentation francilienne. Et depuis l'an dernier, en fait, a été lancée une étude pilotée par le siège de l'agence également. Donc moi, je siège au comité de suivi de cette étude. Donc une étude qui vise à réaliser un état des lieux de la situation des démarches low-tech en France et à l'international. L'idée étant de commencer à proposer des éléments de définition de ce concept pour aider justement l'ADEME à se positionner par rapport à ces démarches, par rapport notamment à toutes les autres approches, les autres disciplines que l'ADEME peut porter par ailleurs, comme l'économie circulaire, où la frontière est... Enfin, il y a souvent comment dire, des passerelles assez évidentes entre les deux disciplines, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on accompagne déjà. Et puis, il y a deux autres objectifs à travers cette étude, c'est d'analyser les solutions que les démarches low-tech peuvent apporter en termes concernant les défis sociaux et environnementaux, et puis d'étudier leur potentiel au travers d'une dizaine de domaines clés que couvre l'agence. Et puis, dernier point, c'est essayer d'élaborer un programme d'action pour sortir les démarches low-tech de leur phase dite émergente, voire confidentielle. Et en fait, étudier un peu les leviers de passage à l'échelle, en réalité, de toutes ces démarches qui fleurissent un peu partout. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question par rapport au positionnement de l'ADEME. Donc, c'est vraiment une expérimentation aujourd'hui qui est en train de monter en puissance avec une étude, voilà, donc qui est réalisée d'ailleurs par Goodwill Management et le Low-Tech Lab en copilotage. Donc, les résultats devraient être rendus publics, je pense, à l'automne 2021, a priori, je pense. J'ai plus trop le calendrier en tête, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc on espère que ça va aussi aider à porter le sujet dans le débat public. Voilà. Et est-ce qu'à ce stade, tu avais parlé de domaines clés, est-ce que vous avez à ce stade identifié ces domaines clés sur lesquels les low-tech C'est pourraient être relativement intéressants? classique, de mémoire, je les ai plus complètement en tête, mais c'est sur le secteur du bâtiment, habiter, par exemple, surtout autour de verbes d'action, en fait, habiter, se loger, se déplacer, voilà, donc secteur du bâtiment, de la mobilité, de l'alimentation, j'en ai oublié peut-être d'autres, l'économie circulaire aussi, je crois. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez intervenir? Juste, Ouais. oui, Oui, économie vas-y. circulaire, du coup, ça serait quoi? Parce que c'est très très large. C'est plus de la gestion des déchets? Je ne saurais pas répondre. Je saurais pas répondre. Et moi, d'un point de vue très personnel, là, pour le coup, je parle vraiment pour l'expérience, en tout cas du point de vue francilien, pour le coup. Comment dire? Moi, en fait, pour parler de ma petite expérience par rapport à l'appel à projet qu'on a lancé, j'ai été régulièrement sollicité par des porteurs de projets qui proposaient des projets très intéressants, mais qui pour moi relevaient de l'économie circulaire, alors peut-être de l'économie circulaire optimale, vraiment poussée à son maximum. Et du coup, j'ai ressenti pas l'obligation, mais en tout cas l'intérêt d'essayer de dissocier les deux démarches au maximum, parce que c'est lié en fait au mode de fonctionnement de l'ADEME, en fait, par appel à projet thématique, sur lesquels on a déjà des appels à projets économie circulaire, et donc l'objectif, c'est pas du tout, à travers cette expérimentation, de rentrer en rivalité avec d'autres concurrences, avec d'autres appels à projets. Et donc, moi, j'ai souhaité
orienter cette expérimentation sur 3 autres critères qui me semblent importants dans les démarches low-tech, sont la dimension systémique. Donc, si on se réfère à la note de la pharmacologique, la dimension systémique de l'innovation, la contribution au renforcement de la résilience territoriale, voilà, qui englobe toutes les questions d'accessibilité, de réappropriation démocratique, dont on a parlé un petit peu avant, et puis la sobriété. Voilà, la sobriété, qui sont pour moi voilà les 3 critères sur lesquels moi je souhaiterais accentuer la focalisation, et voilà, parce que les 3 autres critères de la note, qui sont la durabilité, l'impact sur la consommation de ressources, et puis le 3e, je m'en souviens jamais, mais je l'ai sous les yeux, qui est oui, l'impact social environnemental. Disons que ça, c'est des choses qui sont de fait, naturellement, spontanément déjà intégrées dans les cahiers des charges de l'économie circulaire, en gros, ou naturellement intégrées dans les appels à projets traditionnels de l'agence. Voilà. Et donc c'est voilà, la raison pour laquelle on essaie de se focaliser sur ces 3 critères. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais Alexandre voulait réagir. Oui, si tu repartais sur l'économie circulaire, effectivement, là, tu fais la distinction entre l'économie circulaire Oui, voilà, et low-tech, et effectivement, on voit que dans le low-tech, il y a quand même beaucoup d'économie circulaire, c'est pas étonnant. Et moi, je voulais, je sais que c'est une de tes questions, André, du coup, je vais y répondre tout de Non, suite. mais Même si je vas-y. l'ai effectivement, moi je pense qu'il y a une question sur le systémique, et du coup plus du côté des ingénieurs et du coup des chercheurs. Donc moi je suis en train de faire l'état de l'art, donc je peux pas dire que j'ai tout vu forcément, mais du coup j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque au niveau d'outils qui permettent de décrire les relations dans des écosystèmes, enfin dans des systèmes. Et je trouve ça très étrange en fait de savoir qu'il y a un outil qui s'appelle des boucles d'un diagramme de boucle causale. C'est un outil qui est utilisé beaucoup en management de projet, qui est du coup qui n'a pas du tout qui est pas du tout apparu enfin, moi dans mes lectures, sauf dans le rapport de Meadows, Alta la croissance, qui utilise ce type de diagramme pour décrire un modèle avec des relations qui est certes basique, mais qui arrive quand même à prédire l'évolution du modèle de notre modèle mondial, on va dire, encore à ce jour. Donc là, donc c'est plus une question, hein, mais aussi un point, je pense, qui est important, c'est là les questions systémiques, les outils pour la conception de systèmes techniques, de systémiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque, et notamment ces boucles causales qui, je ne sais pas pourquoi, apparaissent quasiment nulle part. J'ai dû voir une analyse de cycle de vie qui en parlait il y a très longtemps, fait au niveau du Joint Research Center, donc au niveau de l'Union européenne. Donc, à mon avis, c'était pas, voilà, c'est pas n'importe qui commençait à en parler, mais ça n'a pas été trop repris, j'ai l'impression. Oui, mais c'est tout à fait, à mon sens, tu as raison, hein, c'est vraiment c'est la raison pour laquelle moi je souhaiterais vraiment faire ce rapprochement entre l'accompagnement et l'approche systémique, hein, qui vise vraiment à former les acteurs de la transition en Île-de-France à l'analyse systémique, dont effectivement l'établissement du diagramme d'influence ou du diagramme de boucle causale, qui est un peu la première étape en fait quand on essaie de décrire le système, le système qu'on va considérer, son fonctionnement, ses différents éléments, et ensuite la dynamique d'interaction entre ces éléments. Donc voilà, et moi il se trouve que dans ce travail de rapprochement qu'on souhaite faire, je suis tombé, enfin, j'ai pas encore complètement approfondi la question, mais il y a un travail qui a été réalisé par notamment Donella Meadows, hein, qui est l'un des co-auteurs du rapport Meadows, hein. C'était l'épouse de Nice Meadows qui est décédée malheureusement au début des années 2000, mais qui est une des plus brillantes systémiciennes au monde, et qui a écrit un ouvrage dont a été tiré en fait un article qu'elle a écrit, je crois, à la fin des années 90, sur les 12 leviers de transformation des organisations, enfin des systèmes. Et en fait, elle a établi une hiérarchisation
de ces différents leviers de transformation, donc à travers son analyse systémique. Et en fait, quand on regarde un petit peu de près, quand on lit son article, on regarde un petit peu de près les différents leviers qu'elle a identifiés pour justement transformer les systèmes, on s'aperçoit que les leviers les plus efficaces à transformer les systèmes sont généralement des leviers qui sont à faible intensité et complexité technologique. Donc on pourrait qualifier de low-tech de manière générale. Tandis que les leviers les moins efficaces sont des leviers qui relèvent plutôt de l'innovation technologique, donc plutôt voilà, des leviers plutôt high-tech. Voilà, pourquoi? Parce que c'est ça, généralement ceux qui sont les plus simples à mettre en œuvre, parce que ce sont aussi ceux que l'on voit le plus facilement dans le système apparaître. Ils sont visibles, et puis aussi en termes de, je pense qu'aussi en termes de communication et donc en termes de point de vue politique, c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement communicables et plus efficaces en termes de communication politique pour faire penser qu'on agit en fait sur la transition. Mais c'est pas nécessairement ceux qui sont les plus, ils sont pas forcément inutiles, mais c'est pas forcément ceux qui sont les plus efficaces à la transformation du système qu'on appelle de nos voeux. Voilà. Et en tout cas, je vous invite vraiment à lire l'article qui est en anglais. Il n'y a pas de traduction française pour l'instant, mais voilà, je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez dans la conversation. Mais il est assez stimulant en tout cas en termes de réflexion, et en tout cas, ça fait vraiment le lien entre ce que tu disais, Alexandre, sur l'importance de monter en compétence en fait sur les questions d'analyse systémique. C'est un vrai manque, en tout cas moi à ma connaissance en France. C'est quelque chose qui est assez développé dans le monde anglo-saxon. Mais en France, on hérite effectivement du cartésianisme en fait, hein, ce réflexe au réductionnisme analytique, et qui est un peu qui rentre un peu en contradiction avec l'approche systémique, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à composer avec les deux, hein. Il ne s'agit pas de rejeter forcément le cartésianisme, mais voilà. Donc il y a un vrai travail de fond, d'appropriation culturelle à mener, très clairement. Et je pense qu'effectivement, les démarches low-tech, a priori, selon moi, devraient démarrer par une démarche d'analyse systémique avec des rames d'influence, éventuellement des travaux de modélisation derrière pour voir comment le système évolue, comment il évolue sous différentes hypothèses d'intervention au sein du système, quelle que soit l'innovation qu'on souhaite introduire dans le système, l'innovation organisationnelle, l'organisation technologique. Mais je pense que c'est important de faire ce travail préalable avant de se lancer dans des projets d'investissement voilà, ou des projets d'innovation plus vastes et plus ambitieux. Michel, tu voulais intervenir? Sur cette notion de systémique, très modestement, c'est aussi l'idée qu'il y a derrière cette enquête, si possible, boule de neige qu'on voudrait faire, c'est-à-dire interroger un acteur sur son activité en lien identifié par nous ou par lui-même sur la low-tech, et ensuite voir les relations qu'il entretient avec d'autres acteurs. Quels sont les points sur lesquels ça bloque, une frustration d'une interaction ou d'un moyen qui ne lui est pas donné par un acteur, quels sont les points sur lesquels les interactions sont constructives, et de voir en fait des liens de systémique, des boucles de rétroaction, comme disait Alexandre, qui se dessinent. Alors, au stade de l'enquête qu'on va faire, ça sera sans doute très rudimentaire, voire invisible, mais l'idée derrière, c'est de pouvoir implémenter ces liens-là dans une description qu'on fait de l'écosystème low-tech avec des outils sémantiques. On en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que mettre un label low-tech et figer la définition avec quelques critères, ça a peut-être un intérêt, mais ça a aussi le risque de la réduction dont vous parliez ce matin, c'est-à-dire on a cherché à définir justement pour éviter qu'il y ait trop de réduction dans la définition, et puis finalement en définissant on a réduit aussi, et on diminue la diversité de ce qui est possible. En fait, décrire la low-tech à travers son écosystème d'acteurs, les interactions systémiques qu'il y a entre
Et un outil sémantique qui permet d'intégrer la complexité de tout ça sans forcément chercher à arbitrer sur ce qu'est low-tech, ce qui ne l'est pas, et être capable de travailler avec un outil comme ça peut être très, très puissant, à mon avis. Alors oui, l'idéal, ce serait qu'après cette démarche d'enquête et avant la représentation sur un outil systémique qui finalement facilite l'interaction entre nous, ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait un peu de modélisation systémique pour vérifier que ces interactions qu'on va modéliser dans l'outil qui va nous servir à travailler collectivement, que ces interactions, elles sont modélisées de manière positive, maligne, pour que les interactions soient positives par rapport à l'effet qu'on veut avoir, l'essor de la low-tech, et pas négatives. Mais ça pourra s'optimiser par la suite. Mais je pense que l'outil de sémantisation, dans ce qu'il a en commun avec l'analyse systémique, peut être extrêmement puissant pour faire travailler intelligemment et avec ouverture un écosystème large autour de l'idée des low-tech. Et on pourra même abandonner le mot à ce moment-là pour faire plaisir à Louis tout à l'heure. Non, ouais, tout à fait. Je trouve ça intéressant en fait de définir finalement ce qu'on appelle low-tech par ces relations qu'il a, justement les liens qu'il crée entre les acteurs, par voilà, c'est aussi peut-être ces relations avec des stratégies qui pourraient exister déjà. Je trouve ça peut-être plus ouvert que de vouloir voilà, fixer une définition, comme tu dis, formelle. Peut-être, Jonathan, il me semblait que tu voulais écrire quelque chose sur le chat, mais peut-être que… Je me permets d'intervenir rapidement. En fait, c'est juste que comme on parlait de définition de low-tech, on s'est confronté forcément à la problématique avec les étudiants aussi dans le projet low-tech. Et j'ai essayé de copier la définition et il veut pas la prendre. Je ne sais pas si c'est un problème de format ou quoi. Mais du coup, je vous ai mis le rapport en lien qui est sur notre cloud, qui est disponible. Alors, on peut le retrouver via le wiki, notre page wiki que j'ai partagée avant et le site internet. Mais du coup, j'ai mis directement le lien du cloud du projet sur la low-tech et à la page 23, en fait, on s'est penché plus sérieusement sur une définition parce que on se disait, faut bien qu'on sache de quoi on parle. Et il y a eu deux propositions de la part de ces étudiants, justement, une version courte et une version longue. Alors, je peux peut-être vous lire rapidement la version courte. Du coup, ils sont arrivés à cette conclusion-là qu'un objet low-tech se définit par rapport au high-tech comme une solution simple et faiblement technologisée. Cette solution se veut sobre, durable et accessible au plus grand nombre. La démarche low-tech s'inscrit dans une réflexion systémique en questionnant les modèles économiques, sociaux et culturels actuels et dans une logique de résilience collective. Elle recherche notamment en permanence à minimiser l'impact environnemental tout au long du cycle de vie. Donc voilà, ça c'est la version courte à laquelle on a abouti avec les étudiants. On trouvait que c'était assez satisfaisant. Ils ont poussé davantage en fait la question de la définition sur les différents termes qui sont utilisés pour cette définition courte, notamment le terme faiblement technologisé, les termes réponse à un besoin, préservation des écosystèmes et économie de ressources, accessibilité au plus grand nombre, savoir-faire local et partagé, usage raisonné et autonome, durabilité, fin de vie, respect social. Et en fait, dans ces éléments-là, dans la version longue, tout est plus détaillé sur les différents termes que j'abordais. Donc voilà, c'était juste rapidement pour faire ce petit point. C'est vrai que ça nous avait pas mal animé à l'époque, donc voilà. Oui, non, mais c'est sûr que c'est ça aussi. Il faut pas trop figer le concept avec une définition, mais si on veut tous travailler sur un même sujet, il faut aussi en fixer un petit peu. Donc, je pense que tout l'enjeu, c'est de trouver le bon niveau de définition possible. Alors, peut-être, il est 17h01. On avait jusqu'à 17h. Alors, peut-être, je pourrais enchaîner avec Alexandre et terminer peut-être par toi, si ça te va. Ouais, oui, pas de souci. Ouais. Ah, je parlais pour Alexandre, ouais. Ouais, il y avait Manu qui voulait. Après, Ah, si tu veux me faire ah intervenir oui. sur quelque chose en particulier, Non, mais non, j'avais pas vu Emmanuel, oui. Vas-y, pas de moi, je souci. peux peut-être juste dire par rapport à ce que disait Jonathan, effectivement, on a, il y a plein de projets, il y a plusieurs projets de recherche de définition du low-tech. Du coup, tu n'étais pas là ce matin, mais on a présenté nous-mêmes notre grosse carte de tous les critères qu'on a trouvés. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à trouver à peu près la même chose.
Et aussi, du coup, je tenais à dire on a bien évidemment comparé ce qu'on a trouvé par rapport à ce rapport. Et forcément. Voilà. Et Manu, je te laisse la main pour ton information. Ouais, ça va pas être très long. Je voulais réagir par rapport à cette histoire de sémantique et de définition du terme low-tech. Et je vais faire une toute petite digression. À la mine, on s'est confronté à un moment donné à la problématique de comment est-ce qu'on présente la mine à des interlocuteurs qui ne sont pas bien au fait. Et comme on est beaucoup à la mine, en fait, c'était très compliqué d'arriver à une définition, une présentation qui convienne à tout le monde, parce que forcément, quand on fait comme ça, on va tendre vers le plus petit dénominateur commun, et forcément, c'est réducteur. Et en fait, un jour, on a joué à un jeu. On était avec des collectivités locales et des maires dans une visite de la mine. Et en fait, au lieu de donner une définition de la mine, on a chacun donné notre définition. Et on a eu 10, 15 définitions différentes. Chacun, en fait, on avait notre point de vue, on avait notre axe, en fait, notre façon de le présenter, notre façon de l'expliciter. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure lors de ma présentation, en fait, c'est ma vision des choses, mais ce n'est pas forcément la vision que quelqu'un d'autre de la mine va donner. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est super intéressant parce que ça permet de multiplier en fait les façons de présenter et ça permet d'être bien plus riche et en plus que chacun soit bien raccord avec la façon de le présenter. Si on donne une définition d'un concept avec lequel on n'est pas bien à l'aise parce que ça ne correspond pas à notre vision, en fait, c'est compliqué d'aller convaincre des gens. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très très riche de le faire comme ça. Et que chacun peut donner en fait sa propre vision. Et ça n'empêche pas, en fait, ça n'empêche pas d'avancer. Et enfin, j'encourage à aller plutôt dans cette direction-là. Surtout parce qu'encore une fois, à mon sens, les low-tech et enfin, tout ce qui est assimilé, c'est pas très mature en fait. C'est pas une critique. C'est juste que il y a encore du temps en fait, pour que ça se structure. Donc, à mon sens, ne cherchons pas à réduire les choses à une définition qui convienne à tout le monde, parce qu'on va se taper sur la tête en plus à force. Non, non, oui, c'est essayer d'apporter sa brique, puis ça va effectivement au fur et à mesure du temps, puis des travaux, des projets qui vont se faire, ça va finalement peut-être prendre plus se structurer, pardon. Tout à fait. Oui, alors vas-y Alexandre, si tu veux. Oui, du coup, je vois qu'on est à la fin de la table ronde et du coup, moi, je tenais à remercier vraiment tous les Oui. participants et toutes les personnes qui ont permis à ce webinaire d'exister, aussi à tous les membres de PRC forcément et à EcoSD hein, évidemment. Je voulais, du coup, je me rends compte que là, on a des acteurs qui sont un peu à chaque process qui sont dans tout l'écosystème du mouvement low-tech, mais dans des parties de la société différentes, avec des niveaux de pouvoir de transformation différents, mais qui peuvent avoir les mêmes amplitudes. Hein. Je pense que Jonathan, on en met 150 comme toi dans toutes les grandes villes de France, ça change autant que un Thibaut qui nous fait un AMI, je pense. Ou un Michel qui a une métavision qui ne nous a pas tout à fait présenté, mais une vision assez méta, très intéressante. Et du coup, en fait, j'espère qu'on aura l'occasion soit de formaliser toutes ces questions, soit sous forme à nouveau d'une autre table ronde, d'un autre échange ou par des articles sur, du coup, Jonathan, hein, plus concrètement encore, parce qu'il faut toujours être plus concret. Comment on fait? Je suis ingénieur, je viens de sortir d'école d'ingé, comment je fais pour aller me lancer quoi et pas forcément, surtout que vu que je viens de terminer les études, je peux pas avoir de chômage tout de suite, donc comment je fais? Voilà, c'est la question. Du coup, Michel et Thibaut, oui, comment on intègre ça dans les politiques publiques, hein, comment on fait passer ça à une échelle, on va dire, qui potentiellement que je dirais plus classique et qui potentiellement peut avoir aussi plus d'impact, même si du coup, et là je ferai référence au dernier article de Quentin sur Néoloco où il explique bien que du coup la personne chez Néoloco, lui, il dit en fait il faut faire et quand on fait, ça change automatiquement toute la culture des personnes avec qu'on côtoie.
Et effectivement, quand on se frotte au mouvement low-tech, au final, on s'aperçoit que ça change pas mal nos manières de rechercher, mais aussi de concevoir. Et on peut le voir, je pense, si vous faites un peu de BELA, dans toutes ces activités, les changements en fait, qui apparaissent automatiquement, juste parce qu'on décide d'agir. Donc les deux ont aussi d'importance. Voilà, donc j'espère qu'on refera des échanges et si ça intéresse des gens, on les filmera et les gens pourront intervenir. Voilà, je te redonne la main après. Non, mais je te remercie. C'était un beau, un beau mot de conclusion, je pense, qui lie un peu toutes les interventions. Comme tu dis, je pense que l'un des atouts de l'approche low-tech, au-delà voilà, des techniques et voilà, qu'elle permet de remettre à jour, c'est aussi, ça nous permet voilà, d'envisager finalement notre société différemment, de questionner en fait, de remettre un peu en perspective nos consommations, nos activités et voilà, d'essayer de sortir un peu ce que j'ai appelé ce matin des dépendances de santé. Et je pense que voilà, c'est l'un des enjeux aussi de la transition, c'est de se questionner sur ça. Et la low-tech, elle mérite de s'interroger sur ces questions-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois donc les intervenants pour vos éléments, pour vos apports. Donc je pense qu'ils ont vraiment permis une discussion enrichissante sur ces questions et d'avoir différents points de vue finalement, parce que c'était ça aussi l'un des objectifs de la table ronde. C'était d'avoir voilà, les points de vue et les besoins finalement de chacun par rapport à ce qu'on fait sur la low-tech. Pour la suite, alors peut-être pour un dernier mot de la fin, Stéphane, peut-être tu voulais intervenir au nom de… Non, pas spécialement. Non. En fait, oui, non, je pense que Alex a fait bien conclu. Ouais. Je m'étais noté quelques mots, c'est exactement ça. Enfin, pour information sur le suivi, on a été toute la journée entre 50 et un peu plus de 80. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout, je pense, pour ce type de sujet. C'est assez enthousiasmant, assez dynamisant. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je pense, en prospective, on parlerait, je pense, de signal faible, mais c'est un signal faible qui a le mérite d'exister, qui est significatif, qui veut dire quelque chose. Enfin, les exemples de Jonathan, avec notamment l'école centrale de Nantes, que je connais aussi un petit peu, où effectivement, il se passe vraiment, vraiment des choses au niveau des étudiants. Voilà, je pense que c'est significatif. Et puis, ouais, je pense que, enfin, à vous écouter tous, effectivement, je pense que l'objectif, au-delà de toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le sens, la signification, les définitions, c'est effectivement, pour moi, j'ai l'impression que la low-tech, l'objectif, c'est finalement c'est de faire avant même de le penser. Il y a une question, moi, qui me reste. Alors, je suis désolé, c'est pas très articulé. Je pense que cette journée, elle a aussi mis en avant le fait que les questions qu'on pose dans le PRC, elles sont toujours d'actualité, la question de la définition, mais aussi cette question de la mesure, effectivement, qui est un peu paradoxale, la nécessité de la mesure. Mais moi, pour finir, la question que je me suis posée toute la journée à vous écouter, c'est pourquoi y a-t-il besoin de faire du prosélytisme pour la low-tech, en fait? Est-ce que l'objectif, c'est de laisser un espace, on parlait un peu de biodiversité, d'écosystème technique, l'objectif, c'est de laisser les low-techers exister, mais je ne suis pas persuadé, mais je le pose plutôt sous forme de question, mais je m'interroge vraiment sur la nécessité d'avoir une action prosélyte sur la low-tech. Pourquoi vouloir à tout prix convaincre de la nécessité? Alors, on a tous conscience de l'urgence écologique et de l'urgence de la transition, mais voilà, quand même. Donc,
je conclue avec cette question. Voilà. Merci Stéphane. Merci à tous, en tout cas, merci très, très sincèrement, c'était très chouette. Merci. Bah, vas-y Alexandre, je vois que tu as la main levée. Ouais, du coup, je vois qu'il est du coup 17h12. On s'était dit que si les gens qui ont le contrôle sur la chambre Zoom, hein, du coup, Audrey, c'est toi, et s'il y en avait d'autres qui voulaient du coup continuer un peu la discussion, on pourrait pousser jusqu'à 30, si vous voulez. Du coup, si tu me dis, Audrey, si toi, c'est pas possible, Si, c'est pas trop. oui, si. Ok. Et du coup, Thibaut, Jonathan, Michel, bien sûr, hein, vous êtes libérés hein, si vous avez des obligations, mais vous êtes les bienvenus pour la discussion. Et du coup, Stéphane, peut-être pour répondre un peu à ta question, effectivement, la question du prosélytisme est importante. Moi, je pense qu'il faut en faire, mais aux bonnes personnes. Et typiquement, moi, ce que je vois du mouvement Lotech, c'est quand même beaucoup le côté ingé. Et je pense que si là, il y a quelque chose à faire, s'il y a des gens à convaincre, s'ils ont besoin d'être convaincus, je pense qu'ils ont plutôt besoin on leur dise oui, c'est possible et leur montrer que c'est possible, mais finalement, ça revient un peu à les convaincre. Ce sont les ingénieurs. Les ingénieurs qui sortent des grandes écoles et qui sont malheureusement, enfin en tout cas je sors de l'INSA Strasbourg, donc à cause de la structure même en fait des financements de l'école, on est un peu des ingénieurs qui sont voués à travailler dans des grosses entreprises. En tout cas, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et si on s'y intègre pas vraiment, au final, on s'y intégrera, mais on fera beaucoup de recherche aussi, ce qui est un peu étrange parce que du coup, on est des ingénieurs qui font de la recherche. On n'est plus du tout technicien, on n'est plus du tout dans le faire. Et du coup, peut-être que aussi de cette manière-là, vu qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui partent en doctorat, c'est peut-être pour ça que les chercheurs se posent la question du low-tech aussi. Et du coup, revient par là l'enseignement. Donc forcément, tout ça est lié. Mais je pense on a du coup, s'il faut être prosélytiste, faire du prosélytisme plutôt, il faut aller voir du coup du côté des ingénieurs et de la recherche. Donc c'est effectivement les deux domaines qu'on a rassemblés ici. Après, effectivement, les citoyens, d'autres citoyens qui ne se connaissent pas tous ces concepts, hein, des personnes, le mot low-tech, ça leur dit rien, ou l'ADEME, ils ne voient pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'il ne faudrait effectivement pas arriver en parlant de low-tech, mais parler d'autres mots, sobriété, économie circulaire. Vous connaissez tous ces concepts un peu différents, mais qui finalement veulent dire qu'on a quand même intérêt à changer rapidement les choses. Pour mettre un peu en perspective, Alex, sur ce que tu dis sur les ingénieurs, hein, je te rejoins. C'est plutôt un bon signe justement qu'ils s'intéressent à la technique, à la technologie. Pour info, statistiquement, la majorité des élèves de Centrale Nantes, mais pas que, hein, des élèves des grandes écoles d'ingénieurs s'orientent préférentiellement vers des métiers liés à la finance ou à ce genre de choses. Où tu gagnes, voilà, avec une recherche de salaire élevé. Voilà. Donc, ce qui pose aussi question sur les dépenses qu'on peut faire sur l'enseignement pour former des gens, des technologues, voilà. Bref. Ok, Audrey, je te laisse si tu avais d'autres questions, du coup, tu n'avais pas abordé. Sinon, j'ai encore un autre point. Alors, sur les questions, alors peut-être juste peut-être un commentaire sur la question du prosélytisme. Je trouve que en fait, il y a beaucoup de friction. Enfin, à mon sens, c'est parce que la low-tech aborde beaucoup la question des usages et en fait des modes de consommation, des modes de vie. Et on sait, sans parler de low-tech, on sait que c'est un gros levier. Alors, je parle pour pour mon domaine parce que je regarde beaucoup les impacts environnementaux et on sait que c'est un gros levier pour diminuer les impacts environnementaux, mais on sait aussi que c'est l'un des plus gros champs sensibles parce que ça touche voilà, aux valeurs, ça touche au confort des utilisateurs, des usagers et je pense c'est ça aussi, la question des low-tech vient questionner tout ça.
Et c'est l'une des raisons, je pense, il y a peut-être plus de friction, alors que si on se dit on va vendre une nouvelle technologie, on va promouvoir une nouvelle technologie qui va améliorer le confort des gens, bon, bah là, il n'y a pas autant de problèmes, enfin, en tout cas, a priori, au niveau social. Ou au niveau culturel. Donc, je pense que voilà, en venant, titiller un peu, ces modes de vie, ça vient voilà, il y a énormément de boulot de formation, de sensibilisation à faire que, on n'a pas eu forcément à faire lorsque ça améliorait nos conforts de vie, je pense. Ouais. Pour aller, enfin, pour continuer sur la question des besoins, la réponse aux besoins, en vrai, moi, il y a une question que je me pose et à laquelle il ne serait pas si compliqué de répondre, c'est de savoir si justement les low-tech pourraient répondre aux besoins alors, essentiels, entre guillemets, hein, mais déjà se nourrir, se loger, se déplacer, s'éduquer déjà, à l'échelle de territoire. Pour moi, c'est une vraie question. Si est-ce qu'on peut nourrir une métropole comme Nantes, Lyon, Paris, Barcelone avec du pain low-tech, avec de l'agriculture low-tech, est-ce qu'on peut permettre à 4 millions de personnes à Barcelone de vivre en se déplaçant low-tech, etc., etc. Et je pense qu'avec une analyse relativement simple, avec des flux macro, en première approche, je pense que on pourrait déjà commencer à essayer à répondre à cette question. Est-ce que les low-tech peuvent subvenir aux besoins des populations? Mais là, je vois, alors peut-être Michel, si tu veux Il y avait intervenir, parce Victor que aussi la qui avait parole, levé la main. Audrey. Je peux me permettre d'intervenir ou pas? Oui. Si, ah bah si, vas-y, oui, oui. Bonjour, je suis désolé d'avoir manqué. Quel beau panel aujourd'hui, bravo, vraiment, vraiment. Je réponds à Stéphane avec une réponse qui est pour moi évidemment non. Enfin, c'était parce que ça supposerait une telle question, suppose que les low-tech sont une affaire que de tech, sans qu'ils n'engagent pas notre relation technique, donc aussi nos habitudes, nos comportements. Et alors sur des points, donc évidemment que non, si on ne change pas voilà, certaines habitudes, certains modes de vie, si on ne participe pas plus, voilà, si notre travail salarié nous prend toujours autant de temps et nous laisse toujours peu de temps pour les coopératives en tout genre, la réponse est non, c'est une certitude. Avec cette nuance qu'elle était oui autrefois. Elle était oui autrefois, ou elle a toujours été oui, et il faut vraiment distinguer les besoins fondamentaux, parce que c'est aussi, à mon sens, une des grands mérites de la culture low-tech que de renommer ces besoins fondamentaux et de les comprendre, des besoins qui sont en quelque sorte naturels, des modes de satisfaction qui ne le sont jamais. Et moi, pour moi, le point le plus délicat dans ces questions-là, ce serait une low-tech de la mobilité. La mobilité ne participant pas du même besoin que le logement ou l'alimentation. Parenthèse fermée, mais... Non, mais tout à fait d'accord. Et alors, je pense que c'est... Il y a Michel qui demande Oui, la parole. Michel. Oui, ok, vas-y. Non, mais oui, je suis totalement en phase avec Victor. Évidemment, si c'est une liste technique, on n'y arrivera pas. Si c'est une démarche qui peu à peu imprègne le fonctionnement de nos organisations, oui. Et on retrouve la notion de continuum. Et pour que la démarche imprègne progressivement nos organisations et profondément nos organisations, eh ben, il faut des contreparties. Pour changer les habitudes, il faut des contreparties. C'est-à-dire qu'il faut que les populations, les gens qui ont à changer, les organisations qui ont à changer, identifient ce en quoi la vision low-tech, tout ce dont on a discuté, et on peut oublier le lot encore, permettent de, redonner des perspectives de valeur, voire même de croissance si on quantifie la valeur différemment à nos sociétés,
ce que ça peut redonner de pouvoir démocratique à une population sur son territoire quand elle fait le bilan de richesse de son territoire et ce qu'une démarche low-tech est conçue en lien avec les organisations plus ou moins locales ou globales, d'où le titre local, ce que ça lui permet de gagner en termes de pouvoir de sécurité sur son approvisionnement, de pouvoir démocratique en discutant et ça. Donc en fait, la démarche low-tech, quand on prend tous les concepts philosophiques et sociologiques qu'on a abordés aujourd'hui, c'est une vraie capacité de donner les contreparties de la transition qui peuvent faire transformer les organisations. Et en ça, oui, alors oui, pour moi, la low-tech peut répondre aux besoins essentiels de nos sociétés, mais en tant que démarche. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? J'ai pas tout suivi dans le chat, donc peut-être non. Je n'ai pas suivi le chat en entier. Ok, alors après, peut-être oui, moi j'aurais une dernière question pour ceux qui sont encore aptes à prendre la parole. En fait, donc nous, peut-être dans le cadre du PRC, on s'est interrogé sur, on a pris en compte différents critères, différents aspects qu'on a pu trouver. Est-ce que, à votre avis, sur quels enjeux, peut-être soit de gouvernance, enjeux environnementaux, économiques, finalement, on devrait prioriser peut-être plus la recherche par rapport à vos expériences, vos projets? Parce que là, on en a détaillé ou en tout cas, on en a commenté plusieurs. Est-ce qu'il y en aurait, d'après vous, un ou deux à prioriser? Question très ouverte. Ah, Alexandre, oui? Ouais, moi j'avais déjà parlé du côté systémique. Sinon, je pense qu'il y a aussi évidemment la question des modèles économiques, où là, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Mais il faudrait aller plus loin. Peut-être que là, on serait plus vers de la sensibilisation à ce niveau-là, même s'il faut encore continuer à évoluer. Mais en fait, ça me fait penser à cette notion d'ingénieur territorial. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, en fait, se retrouvent confrontés à un marché qui ne les connaît pas encore. Mais par contre, derrière, effectivement, ils vont apporter de la valeur qui n'est pas prise en compte par les collectivités, alors que pourtant, il y a quand même des textes de loi qui disent qu'ils doivent faire des choses, qu'il y a des choses à faire. Par exemple, l'accord de Paris, hein, juste pour en citer un seul. Euh, et, euh, et du coup, on se retrouve face à une incompréhension une inconnue. Et cet inconnu, c'est l'État et la manière dont ça marche et de manière plus générale, le tissu économique. Donc, il y aura peut-être de la sensibilisation à faire, peut-être plus directe en mode vous voulez vous lancer, c'est ça qu'il faut faire, mais aussi de manière plus profonde sur la question économique. Enfin, je veux dire, bon, c'est bon, on est hors enregistrement, je peux y aller. Non, mais t'es Non, encore. mais je veux dire, la meilleure manière de définir le système dans lequel on est, celui qui décrit, c'est le Capital de Karl Marx. C'est lui qui décrit les relations qui fondent le capitalisme. Et c'est ce capitalisme, il faut bien comprendre le système dans lequel on est pour après venir le changer, non pas par des valeurs qui nous disent il faut partir par là, mais être sûr que oui, c'est bien par là qu'il faut aller et qu'il y a bien telle chose à ne pas faire pour éviter de reproduire certaines erreurs. Puis après, ouvrir peut-être certains tiroirs. Mais là, forcément, c'est des questions qui touchent. On les voit passer, mais on les attaque pas directement. Les communs, c'est une attaque plus ou moins directe à la question de la propriété. Et à cette question-là, il y a déjà, il y a pas mal d'auteurs qui en parlent, j'imagine. Et il y en a qui apportent des réponses toutes simples. Dire que la propriété, en fait, ça a été un amalgame à un moment, parce qu'on n'avait plus suffisamment de place autour de nous. Donc, en fait, ce qu'on pensait, ce qu'on considérait être de la possession, c'est-à-dire, moi, j'arrive à un endroit, je l'habite, du coup, il m'appartient. En fait, non, il ne m'appartient pas. Je le possède et je l'utilise.
Et du coup, quand je l'utilise, bah, il m'appartient d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus de place. Avant, il y avait un voisin qui arrivait, il pouvait aller récupérer à la colline d'en face, ce n'était pas un souci. Mais à partir d'un moment, il n'y a plus suffisamment de place, on se retrouve avec, du coup, cette notion de propriété qui là pose problème, parce que dans les fondements même de la société, avec ces notions d'égalité, liberté, égalité, fraternité, avec la notion d'égalité, elle est directement remise en cause par la notion de propriété. Donc en fait, si on continue à produire des écosystèmes, des communautés qui sont basées, qui réfléchissent encore de cette manière-là, on va produire des inégalités qui sont structurelles. Donc c'est des notions à prendre en compte. Et il faut bien sûr remettre en question cette question de la propriété, donc non pas sur l'ensemble des biens qui sont acquis, hein, qu'on a. On ne va pas partager sa chemise, etc. Ce n'est pas l'idée, mais remettre en question ça un minimum, typiquement pour le logement, où on voit que voilà, il y a des personnes qui passent leur vie à s'acheter à prendre une dette et à s'acheter une maison pour accéder à la propriété. Donc ça peut poser un problème. Et je pense que derrière, ça remet en question beaucoup de luttes sociales qui ont permis de créer tout ce qu'on appelle le code du travail et qui maintenant, paradoxalement, nous pose un souci. Parce que, en fait, le coût du travail est trop cher. Et en fait, c'est plus simple d'avoir du bénévolat que d'avoir des salariés. Et du coup, là, il faut. Voilà, il y a plein de gros mammouths quand même à remettre en question, je pense. C'est sûr. Mais quand même, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même, à mon avis, c'est déjà voilà, on a un système tel qu'il est, il faut s'en accommoder, faire avec, essayer de le transformer lentement, mais pas oublier ces questions qui sont fondamentales sur, du coup, là, l'économie et la propriété. J'avais un autre point, je le retrouverai peut-être, je vais le retrouver et je reviendrai. Je laisse les autres intervenir. On avait je pense, une main levée qui a disparu. Oui, Louise. Oui. Rebonjour, je suis venu. Désolé, j'ai dû faire une autre réunion. En fait, je voulais rebondir sur cette notion d'accommodation avec un système existant. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect super intéressant de la valorisation par le libre. C'est qu'on peut tomber dans cet espace où, au lieu de réfléchir en termes de propriété du savoir et droit d'exploitation commerciale du savoir, on peut tomber sur une logique il a du savoir qui est mis en commun et il a des applications et peut-être que l'application du commun, c'est une propriété privée alors qu'on a des applications collectives aussi. Donc ça, c'est une façon de revoir l'accès à la technologie et son utilisation dans des cadres commerciaux et industriels qui est assez intéressant, effectivement. Ça, c'est un truc que j'adore dans le low-tech, c'est que on a toujours cet aspect, on peut ouvrir les savoirs, créer des outils et à partir des outils, créer des solutions et peut-être la solution, elle n'est pas libre, mais l'outil, il est libre, donc on peut quand même garder cette notion de communauté. Ça, c'est quelque chose qui effectivement est assez intéressant. Comment est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ça, de voir comment est-ce que les gens ils partagent les savoirs, leurs outils dans les cas de low-tech que vous avez vus et dans les études de terrain que vous avez menées? Parce que ça, c'est quelque chose qui a été normalement, de mon expérience, ça a été toujours très difficile. Surtout quand l'outil, par exemple, on parle des éoliennes pigotes, là, je les connais très bien parce que je m'en fais pas mal et je connais pas mal de gens qui les font. Suivant les gens qui finissent par vivre de la fabrication de quelque chose qui est libre, de quelque chose qui est low-tech, ils sont très contents de partager, mais il y a une limite au partage qui souvent arrête dans leur cœur de business model. S'ils font de la formation, ils vont partager l'outil, mais ils ne vont pas partager les manuels de formation. Il y a des choses que les gens ils essaient de garder quand même dans les processus. Comment est-ce que vous avez vu ce partage du savoir et les limites de ces partages dans les contextes, surtout dans les contextes du libre qui est souvent très
Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Ben, c'est peut-être en référence à ce qu'a parlé Manu Sûrement, cet Manu, peut-être si après-midi. tu veux. Ouais, je veux bien réagir. Effectivement, dans le milieu low-tech, enfin, dans les écosystèmes low-tech, on trouve pas mal de partage de documentation, d'informations, d'expérimentation, enfin, on trouve énormément de ressources. Après, quand on creuse un petit peu sur la qualité des ressources qui sont partagées, sur la façon dont c'est partagé, sur le contenu, en fait, pour être un peu cru, c'est quand même le gros bordel. Enfin, on trouve de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui partagent des informations avec plein de bonne volonté et enfin, un bon mood. Mais en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas réutilisables, qui ne sont pas exacts, qui ne sont pas assez précis. Et c'est quand même, enfin, c'est assez dramatique en fait quand on regarde les choses de façon un petit peu critique, avec un œil un peu critique. Et il y a un travail énorme pour faire en sorte que ce soit, que ça puisse vraiment constituer en fait un savoir réutilisable et fiable en fait. Enfin, il y a vraiment un travail énorme à faire dessus. Merci Manu. Ok. Ce que je propose, c'est de terminer les échanges et d'en poursuivre, comme tu disais, Alexandre, peut-être de réorganiser, je ne sais pas, un autre webinaire, peut-être plus vers la fin de l'année, enfin, on verra. Mais en tout cas, voilà, donc, d'accord, on a encore une dernière intervention peut-être par Oséon. C'est Michel de nouveau. Là, je suis Ah, ok, sur le d'accord. poste, mais sur la question de limite à l'ouverture au partage des connaissances et tout ça, moi, je n'ai pas d'expérience, je fais que des hypothèses. C'est que quand tu as une communauté très large qui est prête à être solidaire et à se reconnaître entre elles, euh, la, la compétence de celui qui a partagé est reconnue et peut lui permettre de se positionner en tant qu'expert dans plusieurs localités. C'est l'aspect de local typiquement, enfin, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, hein. C'est la compétence d'un acteur comme Appala, qui serait expert d'un dôme géodésique et tout ça, qui pourrait être, dont il pourrait faire vivre les quelques acteurs qui vivent dans la structure en allant faire de la diffusion auprès d'acteurs locaux. Et alors là, oui, il y a une expertise qui, de toute façon, ne peut pas se transférer par écrit et qui nécessite de faire appel à l'expert jusqu'à ce que localement, il y ait des solutions qui se développent. Donc, c'est un peu l'idée du glocal, mais on verra. C'est vraiment qu'une hypothèse. Je voulais juste réagir à l'hypothèse qui, en pratique, c'est vachement plus compliqué que ça. En pratique, c'est très, très, très compliqué. Les partages d'informations, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai pratiqué, elle va jusqu'au point où la communauté, elle est contente, mais elle s'arrête au moment où les champs peuvent être nivellés en termes de compétition entre les acteurs. Moi, j'ai vu ça dans plusieurs cas de figure où les gens, ils sont très contents de partager, mais ils arrêtent les partages lorsqu'ils sentent qu'ils, justement, ça peut nuire indirectement à leur statut de éminence dans cette communauté. Et ça, c'est un vrai problème dans les livres, en fait. C'est que les gens, ils savent pas comment ils se sentent, je sais pas, mais c'est un truc que j'ai observé et que j'ai vu aussi dans plusieurs thèses sur ces sujets-là. Il y a un freinage au partage à partir d'un certain taille critique, à partir d'un certain moment dans les processus. C'est très intéressant, hein, ça marche très bien. Et il y a un moment où, justement, quand les gens ils veulent valoriser ou quand ils veulent construire un business plan autour d'une technologie libre, ils commencent à veiller à qu'il y ait certaines choses qui justifient les plus qu'on va aller chercher cette expertise-là, elle reste quand même soit verrouillée ou soit partagée, mais avec un paywall, un truc comme ça. Ouais, pour compléter, Louis, enfin pour réagir,
effectivement, c'est compliqué de partager de l'information. On a des freins individuels, des freins qui peuvent être liés à de l'économie, par exemple, à de l'économie personnelle, ou à des enjeux de pouvoir ou des enjeux de garder du contrôle. Et puis on a les enjeux liés à la société qui nous bloquent aussi, enfin qui nous imposent certaines contraintes. Donc c'est complexe en fait ces questions-là. Et un petit peu ce qu'on a observé du côté dans l'écosystème de la mine, c'est en fait pour pouvoir pousser ce type de contribution, en fait, il faut créer la conscience de l'enjeu global. Quel est l'enjeu global qui fait qu'on favorise en fait la contribution, qu'on favorise du partage d'informations. Et tant que cet enjeu global, il n'est pas conscientisé par les personnes et qu'il n'est pas intégré, en fait, il y aura des blocages. Et c'est complexe de faire ça. C'est complexe de cette prise de conscience. Enfin, pour prendre un exemple qui va nous toucher pour pas mal d'entre nous, c'est quand on a conscience des effets du changement climatique, c'est pas pour autant qu'on agit à titre individuel, parce que ça reste compliqué. Et si on n'a pas conscience de cet enjeu global climatique, eh ben, en fait, on n'agira pas. Ou on agira à la marge, on jettera les bouteilles en verre dans la benne à verre, mais ça ne changera rien. Donc l'enjeu global, il est clé. La compréhension de l'enjeu global, en fait. Je ne veux pas trop bousiller ton timing, Audrey. Dans notre cas, moi, je suis par exemple dans une association internationale de petits éoliens autoconstruits, c'est Wind Empowerment. Ça fait 6 ans que je suis au bureau. On a toujours eu la difficulté où il a des membres qui sont des membres à titre, c'est des PME, il a des ONG, il a des universités, et chaque type d'organisme ont des objectifs et des visions de cet enjeu global qui sont différentes. Et qui ont les PME, suivant elles survivent de la vente d'éoliennes ou la vente des cours. Les universités en ont besoin pour faire leurs cours à eux ou pour faire un peu la recherche en low-tech. Les ONG, ils ont besoin pour pouvoir trouver des subventions et donc ils ont des besoins qui sont très différents, très disparates. Et ce qui les unit, c'est un objet technologique qui permet de l'impact sociétal commun. Et suivant, on est confronté au fait que les PME, ils ont un objectif, ils sont d'accord pour prendre des subventions de Vestas, des Veolia ou des grosses boîtes qui pourtant sont pas forcément à qui on peut se poser des questions. Les ONG ne veulent pas ça, les universités, ils s'en foutent, donc c'est vachement complexe, comme tu as dit, et je crois que c'est suivant les contre-pouvoirs qui finissent par être une complexité. La complexité de gouvernance autour des communs et autour du libre et autour du low-tech, c'est vraiment un sujet à part entier. Et c'est vraiment un des problèmes qui peut freiner beaucoup de choses. En tout cas, je le vois sur les terrains, c'est tant que tout le monde est dans la même pénurie, dans la même situation de précarité, tout le monde est solidaire. Et dès qu'on commence à avoir des experts qui commencent à sortir du lot et qui commencent à vendre leur expertise plus cher, tout de suite, ils changent aussi d'attitude et le coup, le savoir, il part ou il est réencloisonné avec eux. Ça, c'est un problème j'en suis confronté plusieurs fois. Bon, voilà, j'arrête mes digressions, mais c'est parce que la discussion elle est passionnante, elle peut finir pour rester pour très longtemps. Je vais peut-être devoir vous stopper. Non pas que c'est pas intéressant, au contraire, hein, mais voilà, on est un peu limité par le temps. En tout cas, je me répète un peu, hein, mais encore merci beaucoup à tous pour ces échanges. Je pense que tout le monde a pu apprendre et voilà, à chacun, voilà, à son niveau. Et voilà, moi j'espère que ça a été constructif pour tout le monde. Donc peut-être Stéphane l'a rappelé, voilà, ou je ne sais plus en fait s'il l'a fait, mais en tout cas, la vidéo, donc on vous enverra prochainement la vidéo peut-être un peu saucissonnée, peut-être pas vous envoyer un gros bloc, ou en tout cas le mettre sur une plateforme sur laquelle vous pourrez visionner l'entièreté de ce webinaire. Et on pourra aussi rappeler les liens sur lesquels vous pouvez retrouver tous les résultats qu'on vous a présentés ce matin. Donc voilà. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
et j'espère à bientôt. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Ciao. Ciao.